Donc aujourd'hui, how to make the best landing page ever. Donc on va essayer aujourd'hui de vous donner de la méthodologie pour créer cette fameuse landing page qui va être le portail de votre identité. At least for you. En fait, ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui, c'est non pas de créer la landing page parfaite. On va essayer de créer quelque chose de cohérent, de beau, de sémantiquement fort, de cohérent. Mais j'aimerais pas que vous visiez l'excellence gratuite. J'aimerais que vous visiez une excellence adaptée à votre produit et j'aimerais que vous que vous puissiez créer de la justesse et de la cohérence. C'est le plus important. Donc oui pour la landing page parfaite, mais la landing page parfaite par rapport à votre projet. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Est-ce que quelqu'un connaît ce tableau? Ça vous dit rien? C'est un tableau de Vermeer. Vermeer, c'est un... On ne va pas tomber dans des références histoire de l'art un peu chiantes. Everything is in the way you look. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire un effort dans votre manière de regarder les choses. Donc ça, comme je vous le disais, c'est un tableau de Vermeer. C'est un peintre de l'école hollandaise. Et il y a une scène d'un film qui décrit sa vie et son œuvre, qui s'appelle La jeune fille à la perle, qui m'a toujours beaucoup marquée. Donc c'est Vermeer est tombé amoureux de son modèle, donc cette fameuse jeune fille à la perle qui est incarnée par Scarlett Johansson dans le film. Et c'est un film qui est extrêmement contemplatif, très lent, très esthétisant. Et ils se retrouvent face aux toiles de Vermeer, tous les deux. Et cette fameuse jeune fille regarde une des toiles de Vermeer. Et elle lui dit « Mais je ne comprends pas, toutes tes couleurs sont fausses. » Et il lui dit oui, mais alors il se lance dans une description un peu technique de l'œuvre. Il lui dit oui, mais tu vois, pour représenter la lumière, il faut mettre du jaune, du blanc, etc. Et il se rend bien compte que ça lui parle pas beaucoup. Et il fait quoi? Il va vers la fenêtre, il ouvre la fenêtre et il lui demande de regarder les nuages. Et il lui demande de quelle couleur sont les nuages. Et elle regarde dehors, elle pense que la question est un peu absurde et ça se lit sur son visage. Et elle lui dit bah ils sont blancs. Et là, elle fait preuve d'autocritique, elle se reprend, elle regarde un peu mieux et elle lui dit non, attends, ils sont pas blancs. Et là, elle laisse un silence s'installer. Elle lui dit non, effectivement, ils sont bleus, ils sont jaunes, ils sont roses. Et il lui dit bon voilà, maintenant tu comprends. Moi, je vais vous demander de faire cet effort en fait. Vous avez toujours un niveau de lecture qui est un peu basique et voilà un peu la manière superficielle d'aborder une image. Je vais vraiment vous demander de faire l'effort de regarder un peu mieux aujourd'hui toutes les images qui vont vous passer devant les yeux et de faire preuve d'autocorrection quant à la manière que vous avez de percevoir les choses habituellement. Voilà, donc juste un regard un peu plus poétique et un peu plus précis qu'à l'habitude. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, et c'est genre vraiment le point le plus important de toute ma présentation, soyez dans un souci de cohérence. Je vais le répéter absolument tout le temps. On peut être à la recherche de n'importe quelle esthétique ultra chiadée, s'il n'y a pas de cohérence avec le produit, la potion magique ne fonctionnera pas. Ça ne créera pas de magie. La magie vient de la cohérence, vient de la justesse entre votre produit, l'image fantasmée que vous en avez, et l'univers iconographique que ça va engendrer. Alors, pourquoi on va se concentrer aujourd'hui sur la landing page? C'est vrai que ça peut paraître assez étonnant de focaliser sur cette étape-là de la création d'une identité. La landing page, c'est un élément de votre identité qui a une valeur très particulière. La landing page est le lieu de cristallisation de tous vos choix graphiques. Je m'explique. C'est donc le portail de votre interface. Que ce soit une app, que ce soit un site internet, peu importe. Mais dans cette landing page, on va trouver absolument tous les éléments de votre identité. C'est donc la synthèse de votre identité. C'est le point de départ du branding. Donc en fait, cette landing page donne tous les indices de ce que vous allez devoir faire plus tard et contient tous les éléments. Alors, je vous ai fait un petit récap parce que je sais qu'elle est longue, je ne l'ai pas regardée moi-même, évidemment c'est insupportable de se voir à l'image, mais je vous ai fait un petit listing des points les plus importants de la vidéo. On va revenir dessus hyper rapidement. Il aurait été préférable que vous la regardiez, mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps, et ce que je peux comprendre, très rapidement. N'oubliez pas, le fait de vous ressaisir du design et de ne pas systématiquement déléguer la tâche de l'esthétisme de votre site à un graphiste ou à quelqu'un qui est externe à votre boîte, va vous conférer plusieurs choses. Ça va vous conférer de l'indépendance, de la rapidité d'exécution.
Ça, c'est les deux choses les plus importantes pour commencer. Ensuite, il y a la question de la cohérence et de l'incarnation. Donc ça, je ne vais pas revenir une dernière fois dessus, mais c'est très important. Il faut que votre produit soit incarné par vous et il faut qu'il y ait de la cohérence entre votre vision de base, celle qui vous a poussé à faire votre produit et votre personne. On va être en quête du crush. Donc on va essayer de raconter une histoire parce que cette histoire va se porter garante du crush que pourront potentiellement avoir les gens pour votre identité. On va prendre en compte le pouvoir et l'universalité de l'image, donc contrairement à du langage, à l'acte même de lire qui nécessite le fait de monopoliser l'intellect, l'image, contrairement donc à du langage, va permettre une immersion rapide et complètement universelle. Tout part des valeurs, donc c'est pour ça qu'on vous a fait faire le canvas identitaire. Les réponses de ce canvas sont directement issues de vos valeurs. Vous avez dû vous poser normalement les vraies bonnes questions. Ça a dû déjà cristalliser pas mal de choses qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser votre identité. Il faut faire des choix. Je vais vous inviter à la radicalité de manière absolue. Il faut que vous tranchiez. C'est très important. Je veux pas de trucs un peu oui mais j'hésite du bleu, de l'orange. Il n'y a pas d'histoire. On choisit entre du bleu et de l'orange. On essaye des choses clivantes, on fait des choses radicales et on voit si ça fonctionne par la suite. Donc ce canvas, il vous a donné toutes les informations concernant, il vous a permis en tout cas de préciser tout ce qui concerne les fondateurs, la problématique à laquelle vous répondez en mettant au monde votre produit, la niche, votre cible, vous l'avez défini, vous avez défini les rapports que vous entretenez avec cette cible, et la symbolique qui entoure votre produit avec le questionnaire, le portrait chinois. Comme je l'ai dit également dans la vidéo, je vous invite à toujours identifier vos références. S'il y a un design contemporain, actuel qui nous plaît, c'est une très bonne chose, on s'en saisit, mais on fait l'effort de comprendre d'où ça vient. Je ne vous demande pas d'historiser systématiquement tous vos crushs du quotidien, mais c'est très important de revenir à la source de ces références pour ne pas édulcorer la matière première. Ensuite, donc ça c'est ce que je vous disais, designer vous-même vous apportera efficacité, indépendance, authenticité. Le besoin réel du storytelling, donc ça c'est très important que vous soyez hyper honnête avec ça. Tous les entrepreneurs n'ont pas besoin d'être dans le storytelling. C'est important de le définir. Dans ma vidéo, je parle de 3 catégories d'entrepreneurs. Il y a des gens qui sont purement dans l'exécution et qui n'ont pas besoin en fait, de ce côté très inspirant et du storytelling pour porter leur vision. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que ce n'est pas forcément utile d'inventer une histoire ou de la montrer quand on est purement dans l'exécution, pardon. On vise l'intemporalité. Donc ça, c'est un conseil évidemment qui peut être remis en question, mais c'est un conseil très personnel que je vous donne, c'est d'éviter d'être strictement dans la tendance. On est entouré de tendances, on est entouré de ce fameux bon goût conventionnel qu'on voit un peu partout. On sait que la mode fonctionne par saisonnalité, donc forcément, ça met en place autour de nous des tendances vers lesquelles on plonge assez naturellement. Je veux dire, en ce moment, la collection qu'il y a chez Zara, ma foi, on n'a pas vraiment d'autre choix que de prendre. On fait des choix à notre place un peu, surtout dans la mode. Donc, parlant de ça, nous, on va essayer d'aller vers des références plus intemporelles, des choses qui nous sont vraiment très, très personnelles, pour éviter de voir notre design mourir avec une tendance qui est apparue très récemment, puisque le propre d'une tendance, c'est de mourir et d'être remplacé par une autre tendance. Voilà, donc on va essayer d'aller vers des designs qui vont durer dans le temps. C'est très important de s'inspirer, de se nourrir. Ça peut être évidemment de l'image. Moi, je vais vous encourager à aller vers de l'image aujourd'hui. Il faut aller vers du cinéma, vers de la musique, vers des odeurs, sensoriellement, il faut que votre recherche elle soit un peu complète. Il faut vous inspirer tout le temps, partout. Moi, je parle d'ouverture de chakra, mais c'est un peu ça. Il faut enclencher la machine à crocher. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue, regardez les gens, regardez la rue elle-même, regardez les devantures de magasins, regardez tout et demandez-vous régulièrement
si ça vous plaît, si une chose vous plaît ou si elle ne vous plaît pas. Et ça vous aidera en fait à éduquer votre regard, à aimer des choses ou non. Il ne s'agit pas d'être strictement manichéen et de dire cette chose-là est une merde, cette chose-là n'en est pas une, mais c'est plutôt de dire cette chose rentre dans le spectre de mes affections ou non. Ça, c'est très important. Et les 2 meilleurs outils du monde sont l'intuition et la curiosité. Alors là, je prêche vraiment pour ma propre chapelle. L'école de l'intuition, c'est mon école. C'est marrant parce que je parlais avec une des élèves de Coup d'État ce matin qui me disait ouais, moi j'aurais toujours rêvé d'être graphiste, et je lui disais bah, ça tombe bien, moi je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas du tout graphiste. Je fais du graphisme comme une plasticienne. Et ça change un peu tout, parce que quand on est plasticien, on travaille beaucoup avec ses intuitions. C'est quelque chose qui est beaucoup dans le lâcher-prise, c'est très sanguin comme pratique. Et moi, je fais du graphisme avec cette énergie-là, et je pense que c'est une belle hybridation. Et du coup, je vais vous encourager à vraiment vous écouter. Si vous avez une intuition qui est forte à un moment, sachez l'écouter. Elle n'est pas forcément juste. Notre machine à intuition, elle n'est pas toujours bien réglée, mais chaque intuition devrait mériter qu'on l'entende et qu'on la teste. La curiosité, c'est ce que je vous disais juste avant. J'ai vraiment envie que vous ouvriez aujourd'hui les chakras de la curiosité et que vous vous ouvriez même à des médias que vous maîtrisez moyennement. Allez voir des clips, bref, allez chercher dans des zones de culture que vous n'avez pas l'habitude de visiter. C'est important, c'est là que vous ferez des découvertes. Et la chose qu'il ne faut surtout pas oublier, you can always change. Aucun choix n'est définitif concernant son identité. Moi, je vais évidemment vous amener à mystifier un peu le délire de l'identité, parce que oui, c'est très important, parce que oui, c'est une aventure d'aller à la rencontre de ses propres goûts, mais c'est également très important de nuancer le propos. Ne mystifiez pas le truc. Allez vers vos intuitions, allez vers du vrai bricolage. On va vraiment mettre les mains à la pâte aujourd'hui. Mais gardez en tête qu'une identité, c'est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui se teste, c'est quelque chose qui se change. Donc tout le monde se détend, on va s'amuser aujourd'hui, on va essayer des choses, et avec un peu de chance, on tombera sur de l'efficience visuelle, et on arrivera à créer des choses pour vous qui resteront sur un terme un peu plus long. Le process en étapes. Donc le grand 1, c'est de créer un mood board. Le grand 2, de trouver un nom. Grand 3, de créer un logo. 4, de trouver sa one sentence. 5, de créer l'arborescence de votre site internet, ou du moins avoir des notions d'architecture du contenu. 6, créer sa landing page. Et 7, aller vers le site, le produit final. Et par la suite, d'aller vers la question du branding. Il y en a certains parmi vous, peut-être même tous, qui ont un nom. Moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de revenir sur les choses importantes. Le chat joue avec le micro. De revenir vers les choses très importantes. Donc même concernant le nom, je vais vous rappeler ce que c'est qu'un bon nom. Je vais vous rappeler ce que c'est qu'un bon mood board. Je vais vous rappeler ce que c'est qu'un bon logo. Ce ne sera pas forcément des redites, c'est simplement ma vision du truc à chaque fois. Et c'est important de remettre les choses en question régulièrement. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Donc là, on va revenir point par point sur toutes les étapes de création d'une landing page. Premièrement, j'en parle également dans la vidéo, il y a la création d'un Pinterest. Le Pinterest, il est intéressant pour l'exercice du Pinterest, pardon, il est intéressant pour plein de raisons. C'est une recherche, c'est une collection d'images intuitives et sauvages. Donc là, c'est vraiment le premier step, c'est d'aller chercher un peu partout sur la toile des images qui vont vous inspirer et de les faire cohabiter sur une même page. Dans l'exercice du Pinterest, on fait déjà des choix. Il y a un exercice qui est très utile, c'est de définir si une image nous correspond ou ne nous correspond pas. C'est ce que je vous disais juste avant. Il faut savoir faire ça. C'est-à-dire qu'une image qu'on choisit de mettre dans le Pinterest, c'est une image qui nous correspond. On s'est déjà posé la question. On a croché dessus, même si on n'est pas capable de dire que cette image nous correspond pour telle et telle raison, elle nous correspond. Donc elle a le droit d'entrer dans le Pinterest. Il y a déjà un filtre de choix qui s'opère à l'entrée de ce canvas-là. Le Pinterest, il permet de découvrir des croisements de références intéressants et de créer de l'hybridation. Donc ça, c'est ce que je défends assez régulièrement. J'ai tendance à penser que la préciosité
vient de l'hybridation. Évidemment, on va essayer d'être novateur, on va essayer de créer, de générer de la surprise chez nos spectateurs, chez les gens qui vont venir rencontrer notre identité. Mais la nouveauté vient souvent du croisement des références. Donc là, je donnais l'exemple dans ma vidéo de trois photos. Donc là, on a un buste revisité, un peu un buste antique revisité, sauce contemporaine, avec une icône de Jésus complètement détournée en mode fête foraine et une image de mode avec un bijou tribaloïde. Bon voilà, ces trois images ne cohabitent pas logiquement sur Internet. Vous les avez fait cohabiter sur votre Pinterest. Et peut-être que l'association de ces trois images va vous donner une idée. Ça, c'est très important. C'est un exercice qui va vachement vous aider. Faites cohabiter tous vos goûts. Et peut-être qu'à un moment, deux images vont se retrouver côte à côte et vous allez voir que le croisement de ces deux références est super intéressant. Ce Pinterest-là, il va nous servir de banque de données. Dans cette banque de données, on va faire une sélection. La sélection va nous amener au mood board. On va scroll down notre Pinterest. On va choisir les 10 meilleures images. Allez, les 8 meilleures images. Et on va les organiser sur une page pour donner lieu à un mood board. Là, je vous ai donné l'exemple d'un mood board que j'ai fait. Un mood board, ça sert à quoi? Ça sert à donner l'ambiance générale d'une identité. C'est quelque chose que l'on garde pour soi, qu'on peut exécuter soi-même, ou c'est quelque chose que l'on donne à un graphiste qui va être du coup sous-traité pour lui donner les guidelines de l'identité qu'on veut. Moi, aujourd'hui, c'est plutôt ça que je défends. Vous pouvez faire exécuter votre mood board par quelqu'un d'autre en externe. Le plus important étant de ne pas laisser quelqu'un d'autre avoir de vision pour vous. Ayez la vision de votre produit, de l'identité qui va être le support de votre produit, mais vous pouvez le faire exécuter en externe. C'est pas du tout impossible. Aujourd'hui, nous, on va bricoler avec ça, mais il est possible que vous donniez un mood board à un créatif, et c'est ce qu'on appelle un brief créa. On va briefer le créatif pour aller dans le sens où on veut qu'il aille. Voilà. On ne le laisse pas faire tous les choix à notre place. Donc voilà, ça c'est un exemple de mood board que j'ai fait récemment. Donc dans un mood board, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un peu d'histoire. On trouve souvent une persona type, on fait émerger un genre de personnage. Là, mon personnage, par exemple, il est en bas à gauche. C'est le croisement parfait entre le biker, le hipster et le viking. Donc ça, c'est vraiment la persona type que je me suis figurée. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une boîte qui faisait à manger pour une espèce de nouvelle tribu d'épicuriens à moto et à moustache. Voilà. Et donc moi, j'ai fantasmé une espèce de persona type que je voyais à peu près comme ça. Donc j'ai dû chercher ces 4 mots-clés sur Pinterest. Il y a ce mec qui est sorti, je me suis dit, bim, c'est lui, c'est sûr. Voilà. Et donc, j'ai cherché un peu plus que ça, mais je préfère vous dire que c'est aussi simple. Donc sur un mood board, il y a quoi? Il y a de la mythologie. On crée une mythe. Alors soit il y a de la mythologie au sens strict du terme. Là, on a les espèces de dieux vikings avec des éclairs et voilà, le panthéon viking. Soit on crée de la mythologie. On essaye vraiment de se raconter une histoire sur un mood board. Parce qu'on veut raconter une histoire aux gens. Donc on se raconte d'abord une histoire à nous-mêmes. Et si le personnage type de s'il y avait un personnage type pour décrire ma boîte, ce serait lequel? Il aurait quel vêtement? Il porterait quel parfum? On essaye symboliquement de se représenter un personnage. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Donc on trouve des références. Donc là, effectivement, j'ai de l'art mérovingien couplé avec du hipster style. On trouve également des couleurs, des matériaux. Ça, c'est très important. La charte colorique, elle est en haut. Il y a une ambiance globale des couleurs qui est cohérente. On est sur des tons plutôt foncés. Il y a des couleurs un peu électrisantes. Il y a du doré. Au niveau des lignes, on est sur quelque chose d'assez minimaliste. Et en l'occurrence, c'est un alphabet qui s'appelle des runes. Bref, tout ça, ça va créer de la cohérence, ça va créer une ambiance. On trouve également des indices de typographie. On peut aller chercher des idées de mise en page, aller voir dans des graphismes qui ont déjà été faits. Cette mise en page me paraît bien marcher, je la garde. Elle me plaît, je la garde. Et donc, voilà, cette fameuse ambiance générale. Juste après, je vous ai mis un deuxième mood board qui est beaucoup plus simple. C'est pour aussi vous donner
Vous donnez 2 types de mood board. Donc là, avant, on était sur un mood board qui était très fourni, avec plein de références historiques, etc. Là, on est sur un mood board où les couleurs prédominent. On a quand même un dessin de Gruau, par exemple. On est sur l'idée de la peinture, de la matière, du vernis à ongles, quelque chose de très féminin, de très make-up. C'est un autre mood board que j'ai fait pour des filles qui veulent reproduire l'expérience Institut de beauté à domicile. Et donc, moi, j'ai vraiment essayé de rentrer dans de la matière, dans du make-up, de donner cette ambiance très cosy, très poudrée. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ça, c'est aussi un mood board. C'est beaucoup plus simple, mais ça a la même valeur de conférer d'emblée l'ambiance globale d'un site et de soutenir de manière cohérente, encore une fois, le produit. On va revenir sur le nom. Alors, le nom. Le nom, c'est le tout début du storytelling. C'est la première étape, c'est super important. Dans le nom, on ne dit pas quoi, mais on dit comment ou pourquoi. Le nom, c'est quelque chose qui est censé ajouter de la valeur. On essaye évidemment d'être littéral, de faire comprendre aux gens ce qu'on fait via le nom, mais on essaye de ne pas être... je vais vous donner un exemple. Si on fait un institut de faux ongles, on ne l'appelle pas Nailify, d'accord ? On essaye d'éviter. On essaye d'éviter les choses trop évidentes, les choses trop attendues, parce que voilà, ça ne crée pas la surprise. Moi, je ne vous encourage pas à aller vers là. Je vous encourage à aller vers le partage des bénéfices. On a envie de rêver via un nom. D'un point de vue sonore, il faut que ça fonctionne. Sensoriellement, ça vient quand même toucher les oreilles des gens. Il faut que ça fonctionne, il faut le tester. Donc ça doit être facile à dire et ça doit être facile à retenir, ça c'est très important. English is always better, parce que ça vous aide à voir plus grand, à toucher un public plus large. Le nom, ça doit être disponible. Alors ça, c'est une étape qu'on oublie souvent voilà, la vérification de la disponibilité d'un nom de domaine. Voilà. Le .com est super dope, le .co est dope aussi. On ne s'arrête pas à un .com pas disponible. On peut, si le nom nous plaît vraiment beaucoup, aller chercher d'autres points quelque chose pour quand même se lancer dans l'aventure. Le .co est cool. Et donc, comme je vous le disais, ça doit être testé, absolument. Pitchez votre produit en 35 secondes avec le nom de votre produit au plus de gens que vous croiserez dans la rue. N'ayez pas peur d'arrêter les gens dans la rue et de leur dire hey, « je fais un produit qui s'appelle et voyez comment les « ah ouais, c'est sympa comme nom ». On a souvent ce genre de feedback. Si ça fonctionne, les gens disent tout de suite « c'est cool comme nom, ça sonne hyper bien ». Vérifiez. Le logo. Alors, le logo, c'est l'illustration de votre identité et de ses valeurs. Je vous ai mis l'image d'un ex-voto. C'est des objets qui soit comportent plusieurs amulettes, soit sont une amulette en eux-mêmes. C'est des objets de croyance. C'est les objets de croyance par excellence. Je pense que c'est une bonne métaphore pour parler de ce qu'un logo doit comprendre en lui-même. Le logo, c'est la signature de votre identité. Ça doit être visuellement marquant. C'est très important. Pensez bien à l'efficience visuelle des choses. Faites des choix par rapport à ce que vous ressentez quand vous-même vous regardez votre logo. Ça comporte des éléments graphiques, des éléments linguistiques ou les deux. Donc un logo, c'est une forme. Ça peut comprendre de la typographie, donc le nom de votre boîte peut être votre logo. Ça peut également être et du dessin et du texte. Il faut donc faire des choix de couleurs, de formes et de typos. Tout ça, ça doit être choisi. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les lignes d'une typographie et les lignes d'un dessin. C'est très important de créer de la cohérence à ce niveau-là. Ça doit pouvoir se décliner partout et ça doit avoir un rôle iconique. Ça, c'est super important. Pour tester un logo, c'est pas un jeu, mais c'est une astuce que je peux vous donner, que je fais régulièrement. Quand on crée des logos avec Camille, je me demande toujours si je serais fière de le porter sur un t-shirt. C'est le test par excellence. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent beaucoup plus sévère avec la DA de nous-mêmes qu'avec les DA d'une interface externe à soi.
Les habits qu'on porte, on fait la DA de nous-mêmes chaque matin. Ça, c'est une vérité absolue. Qu'on le fasse avec un peu de lâcher prise ou avec des intentions claires, peu importe, mais on choisit ce qu'on porte. Et c'est un peu notre interface avec les autres, avec le monde, et c'est en ça que le vêtement a un rôle social absolument important. Demandez-vous si votre logo pourrait être sur votre t-shirt le matin, si vous auriez envie de le porter. Voilà, ça c'est vraiment le test absolu. La one sentence. La one sentence, c'est cette fameuse phrase qui se trouve sur la landing page. La one sentence, ça dit ce que ça fait. Là, je vous invite à être relativement littéral dans l'explication que vous avez de votre produit. Dites ce que votre produit fait. Il faut que ce soit inspirant et explicatif. Donc il faut réussir à infléchir à ce côté très littéral une mini-touche un peu inspirationnelle. Parce que sinon, c'est quand même un peu rase-moquette et on veut éviter. La one sentence n'est pas la catchphrase. Comme as you are, la phrase de McDonald's, c'est pas la one sentence, c'est la catchphrase. On comprend pas ce qu'ils font par le biais de cette phrase. Bon, c'est un peu, c'est la comment est-ce qu'on dit ? C'est la punchline, quoi. C'est la punchline, mais c'est pas la phrase qui explique ce que ce produit fait. Et donc ça parle des bénéfices. Là aussi, on a envie de comprendre ce que le produit peut apporter si on choisit de l'avoir. Là, je vous ai mis l'exemple d'une one sentence qu'on a faite récemment. Get the smile with a street show. Donc, obtenez un sourire avec un show de street dance. Alors ça, c'est une boîte dont on va parler plus tard. C'est des danseurs de rue qui ont décidé de monter la première académie de danse de rue au monde, à notre connaissance. Et il a fallu trouver une phrase pour résumer ce qu'ils font. Il s'appelle Street Smile. C'est des gens qui, dans la rue, ont une énergie incroyable. Leur public est absolument déchaîné. Et s'il y a un dénominateur commun entre chaque personne qui sont devant eux au moment où ils dansent, que les gens sourient. C'est une vérité. Ces gens-là dispersent de la joie dans toutes les villes de France. Et c'est absolument viral. Et du coup, on comprend ce qu'ils font. Ces mecs-là donnent un show de street dance. Mais on comprend également le bénéfice. Vous pouvez obtenir ils vont vous donner de la joie. Donc ça, je pense que c'est un très bel exemple de one sentence qui a été créé récemment. Ce que j'appelle l'arborescence d'un site, si on se figure un arbre, c'est donc un tronc, une espèce de tronc commun, avec des ramifications qui vont partir de ce tronc-là. Un site, ça se construit un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une landing page qui va faire office de tronc commun. C'est là où on arrive, où tout le monde arrive. Et après, il y a des ramifications dans lesquelles c'est le menu, en fait. Voilà. Donc, on va se diriger vers les fondateurs, vers plusieurs choses du site. Donc, ça, c'est l'architecture de votre site. Il faut essayer de l'anticiper un petit peu et de savoir comment vous avez envie de conditionner l'expérience de vos utilisateurs au sein de votre site Internet. Comment vous voulez qu'ils se promènent là-dedans. Ça, c'est très important de le conscientiser un petit peu. Ça permet de hiérarchiser et de trier les informations. Ça va permettre de ne pas condenser les informations dans des blocs de texte absolument indigestes. On va essayer de segmenter les informations, de les donner à voir de manière simple et de manière digeste. Donc, on va essayer de vraiment bien les organiser dans son site et de mettre les informations les plus importantes en couleur ou en caractères plus gros pour diriger le regard des gens. Ça va servir donc à clarifier et à guider l'utilisateur, à clarifier la plateforme et à guider l'utilisateur. Il faut que ce soit logique et il faut que ce soit intuitif. Faites preuve d'un peu d'empathie quand vous faites cet exercice-là. Mettez-vous à la place de votre utilisateur et demandez-vous comment vous aimeriez vous balader dans ce site et comment vous pourriez comprendre absolument tous les éléments de la création de ce produit. Ça, c'est super important. La méthodologie, c'est bien. Faire, c'est mieux. Donc là, on va entrer un petit peu dans la pratique, comment on va bricoler toutes ces choses-là.
Et je vais essayer de vous donner, pour commencer, les outils. Alors, les outils pour créer une landing page, il y en a 3 principaux. Il y a Squarespace, que nous, on utilise en interne quasi systématiquement. On a Weebly et on a Strikingly. Alors, simplement pour que vous compreniez bien, construire une landing page ou construire un site internet nécessite des capacités particulières. Ça nécessite de savoir coder. Ça, on n'est absolument pas là pour le réfuter. Être codeur, c'est un vrai métier. Vous n'êtes pas codeur. Et il y a des gens, notamment les entrepreneurs, qui sont dans un souci d'urgence quant à la création de leurs produits, qui peuvent être dans une énergie comme ça, très dense, où il faut sortir des choses très vite. Ces gens-là ont créé des plateformes pour les gens non codeurs. Pourquoi ? Parce que sur ces sites-là, on a précodé des modules pour vous et vous allez composer avec ces modules. C'est-à-dire que vous n'allez pas toucher une seule ligne de code, mais vous allez bricoler avec des éléments précodés. Donc ces sites-là peuvent vous aider à bricoler de manière très simple, très intuitive. C'est pour ça que je vous invite à faire votre landing page là-dessus. Parce que voilà, ça confère une rapidité d'exécution absolue et c'est très simple. La première étape étant de choisir son template. Alors, dans ces sites-là, généralement, la première étape, c'est de vous donner accès à un certain nombre de mises en page. Un template, c'est ni plus ni moins une disposition précodée, encore une fois, voilà, préfaite, que vous allez choisir parmi un certain nombre, dans un souci de cohérence par rapport à ce que vous voulez montrer. Si vous montrez de la vidéo, il y a des templates qui sont plus probants pour montrer de la vidéo. Si vous voulez montrer de l'image, du texte, faire un démo produit avec une lightbox, etc., choisissez le template qui convient le mieux au contenu que vous voulez passer. Ça, c'est la première étape. Les éléments. Vous avez toute la matière première. Vous pouvez composer votre header, donc ce qu'on appelle le header, c'est le haut, c'est donc cette fameuse landing page, c'est le haut de la landing page, le header. Vous pouvez composer ce header avec votre logo, la one sentence qui évidemment est écrite dans la typo que vous aurez choisie et qui sera cohérente avec le message que vous voulez passer, l'image ou la photo, c'est possible, alors là j'ai précisé parce que c'est pas systématiquement de la photo. Il faut faire un choix, on n'est pas forcé de montrer de la photo. On peut montrer de l'illustration, on peut montrer une image qui existe déjà, comme un tableau. On a vu l'exemple passé récemment. Le call to action. Est-ce que vous savez ce que c'est que le call to action ? Ouais, très bien. Donc je ne vais pas faire de redite. Le call to action, il est donc également sur la landing page. Le header, c'est la porte d'entrée de votre site internet. Il faut adresser directement sa cible. Donc là, c'est vraiment la première image, et c'est pour ça qu'elle est si importante aussi. C'est vraiment le portail de votre identité. Donc, adresser directement les gens, essayer de les toucher. Il faut que cette landing page fasse l'effet d'un headshot. Il faut vraiment que ce soit en plein cœur ou en pleine tête, ça dépend. La composition type. Donc là, j'ai essayé de vous bricoler quelque chose d'absolument simpliste. C'est volontaire, mais c'est pour que vous compreniez bien comment on commence à bricoler. Alors, la composition type, c'est donc ça, c'est ce qu'on appelle donc le header. Hein, c'est le haut de la landing page. On a le logo, c'est les pastilles rouges qui peuvent être soit à gauche, soit centrées. C'est les deux choses qu'on voit le plus souvent revenir. Vous avez donc la one sentence, qui est généralement centrale, qui est un mélange de what et de why, donc d'inspirationnel et de pragmatisme, de didactisme. On a le call to action, donc ce fameux bouton qui va inviter les gens à s'engager auprès de vous, premier first step d'engagement. Vous avez également une image ou une photo. Vous avez cette flèche qui va donc être le scroll down qui va y avoir en dessous du header. Vous allez raconter votre histoire. Et vous avez tout le menu en haut. Donc là, je vous ai mis, c'est également des actions cliquables, mais c'est des actions cliquables qui sont souvent pas sous la forme de boutons, parce que c'est les actions secondaires. L'action primaire doit absolument rester le call to action. Okay ? Et visuellement, j'ai essayé d'hiérarchiser les informations. Qu'est-ce qu'on voit en premier sur ce header ?
le logo, les pastilles rouges. Il faut que ce soit l'information qui vous saute aux yeux. La deuxième information qu'on voit, c'est le call to action. Et la one sentence. L'image, elle, comme vous pouvez le voir, elle a été traitée avec un filtre, elle a été traitée avec un filtre de couleur, mais elle a été un peu décontrastée. Pourquoi ? Parce qu'on est autorisé à travailler son image pour qu'elle ne prenne pas le pas visuellement sur le message qu'on veut passer. C'est très important de travailler l'image dans ce sens-là. Donc, ce qui arrive régulièrement, c'est soit de la foncer, soit de l'éclaircir, soit d'apposer des filtres coloriques pour aplatir un peu l'image visuellement et permettre aux éléments importants, donc je répète le logo, la one sentence et le call to action, de se détacher un peu de l'image et de venir, de rester en fait les informations principales visuellement parlant. Là, je vous ai sorti quelques exemples de landing page qui me paraissent intéressantes à regarder pour plusieurs raisons. Donc la landing page, c'est un peu... moi, si j'avais une image à vous donner, c'est un truc que j'ai donné il n'y a pas longtemps. La landing page, il faut un peu que ce soit l'onboarding d'Aladin. Vous avez tous vu Aladin? Ouais, le Aladin de Walt Disney, le fameux. Il y a un moment où Jasmine, elle est sur le balcon, elle est avec son tigre, et le mec, il arrive, il est en mode beau gosse, il est en mode prince, il est sur son tapis volant, il lui tend la main et lui dit « Vous avez confiance en moi ?» et la meuf monte sur le tapis. C'est cet onboarding-là qu'on veut. C'est le rôle que la landing page doit avoir. Vous avez confiance en moi, bim, ce rêve bleu. Ok ? C'est ce qu'on appelle, c'est un truc qui n'existait pas avant, c'est ce qu'on appelle le click dream. Vous rentrez dessus, il y a du dream. Donc retenez bien ça, l'onboarding d'Aladin. Pour moi, c'est la clé de beaucoup de choses. Donc, première landing page, Fred de la Compta. Donc ça, est-ce que vous connaissez tous le produit? Ok, très bien. Donc Fred de la Compta, bon voilà, c'est une problématique à la base qui est unsexy au possible. C'est un vrai pain, etc., qui entretient un lien assez logique avec l'univers de l'administratif, de la bureautique presque, même si c'est un peu réducteur de dire ça. Là, on est, donc, comme vous pouvez le voir, sur une identité qui est plutôt sombre, quand même un peu fun. Le logo est très fun. Le logo, ils ont quand même fait le pari d'utiliser l'illustration pour leur logo, quoi. Donc je veux dire, il y a une vraie volonté de dématérialiser un peu la chiantise qui habite la problématique qu'ils choisissent de traiter. Et j'ai choisi de la comparer directement avec celle-ci. C'est pour vous montrer les deux extrêmes. Chez Fred de la Compta, on est dans des couleurs très sombres, on montre un bureau, une table, des accessoires. Bon, voilà, vous connaissez le produit, vous comprenez ce qu'ils ont voulu faire, ces mecs-là. On est resté d'une part dans l'univers un peu logique de la compta, mais on a ajouté du fun avec des éléments colorés sur la landing page, avec un logo super fun. Et là, on a SoShape. Là, on est dans l'univers inverse. On est sur de la couleur, de la légèreté, du fun. Ces mecs-là parlent de minceur sans jamais parler de minceur. Ils parlent de légèreté, ils parlent de... C'est solaire comme identité. Donc là, dans les deux cas, on cherche un petit peu à alléger la problématique de base, sauf que par rapport à l'univers logique de chaque problématique, on a fait des choix qui sont opposés. La minceur, on est allé vers quelque chose de très fun, c'est principalement destiné à des femmes. Donc on est sur quelque chose de plutôt très féminin. Et la compta, ma foi, on est quand même resté dans quelque chose de bureautique dans l'esthétique, mais avec le petit twist qui fait que c'est quand même fun. Umojo, qui est un produit dont je parle pas mal, mais parce que c'est assez iconique comme travail. Là, je voulais vous montrer cette landing page pour vous dire que quand on est dans une volonté d'esthétisme absolu, ce qui est le cas de cette application, c'est une application où on tire son mojo quotidien, c'est basé sur les algorithmes du tarot. On est vraiment allé très loin dans le redesign des cartes, dans le design de manière globale. Donc là, sur la landing page, les choix esthétiques sont ceux qui ont devancé tous les choix stratégiques. La stratégie est probante, elle est là, elle a été pensée, mais esthétiquement, dans la mise en page notamment, on a pris des libertés parce que dans ce souci d'esthétisme absolu, tout doit être cohérent. Donc, c'est simplement pour vous prouver aussi
que par rapport au schéma que je vous ai montré, on peut prendre des libertés. Il faut simplement maîtriser l'équilibre de la page et faire ses choix en toute conscience. Il y a Merci Andy, donc ça c'est un autre exemple de landing page que je trouve intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une landing page qui se veut événementielle. Alors événementiel, là c'est de l'événementiel populaire puisqu'on fait appel à, voilà, un événement que tout le monde connaît qui est Noël. On va tous partager cet événementiel-là. Donc ça c'est assez intéressant de surfer en fait sur des événements que tout le monde connaît. Et il y a Trusk par exemple qui a fait un truc assez génial. Donc là c'est également de l'événementiel, mais c'est pas de l'événementiel populaire, collectif, c'est de l'événementiel rapporté à leur propre culture. Et ça, c'est assez intéressant. C'est une manière aussi de passer la culture interne à vos utilisateurs. Ces mecs-là sont vraiment des geeks. Ils kiffent vraiment Star Wars et ils ont décidé de fêter la sortie de Star Wars et de faire donc cette landing complètement périssable dans le sens où ils vont revenir à quelque chose de plus intemporel par la suite, mais ils choisissent de marquer le coup et de transmettre de manière assez subtile et graphique leur culture interne, leurs propres références. Là, je vous ai également pris un exemple que je reprends assez régulièrement, mais parce que c'est assez exclusif aussi chez nous. Donc, c'est une boîte de The Family qui s'appelle Olifaya. C'est deux nanas qui ont hacké le monde du luxe et qui ont choisi de créer une marque de bijoux en impression 3D sur le fantasme absolu de la femme guerrière, de la guerrière contemporaine. Alors là, c'est intéressant pour une chose, c'est que c'est complètement radical pour le coup. Il n'y a plus de call to action. Mais pourquoi? Parce qu'on est volontairement dans de la contemplation absolue. Et donc là, c'est l'image qui va prédominer sur absolument toute action cliquable ou autre choix stratégique. C'est purement esthétisant. Donc ça, c'est vraiment l'exemple le plus radical que j'ai pu trouver pour vous. Mais c'est également un vrai choix et qui est justifié à plein d'égards. C'est une landing page d'artiste. Voilà, donc là on a oublié, on a fait un peu fi de la stratégie parce que c'est pas le cœur, c'est pas le point brûlant, le grand why de ces filles-là, c'est l'image, c'est l'esthétisme. Donc on a un peu mis de côté tous les éléments stratégiques qui auraient pu nuire en fait à la contemplation simple et totale de l'image. La landing page, c'est comme un espace. C'est comme un espace à agencer. Donc il faut cette fameuse notion de hiérarchisation de l'info. Donc quand je parle de hiérarchisation de l'info, c'est qu'il y a des infos qui doivent être plus rapidement vues que d'autres. Et tout ça, c'est très réfléchi, c'est très stratégique. Ça nécessite de la clarté. Personne n'a envie d'habiter dans une grotte. Tout le monde a envie d'habiter dans des endroits où il y a beaucoup de lumière, où il y a des grands espaces. D'ailleurs, c'est les trucs qu'on dit quand c'est grand, c'est hyper lumineux. Bon, c'est pareil, une landing page. On n'a pas envie d'arriver dans une landing page avec de la poussière au sol et les fenêtres fermées. On a envie de mettre de la lumière dans tout ça, il faut que ça respire, il faut que ce soit feng shui, il faut de l'esthétisme et de la cohérence. Donc là, je remets les deux l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'un choix esthétique ne doit pas nuire à la cohérence et vice-versa. Make it obvious. Faites des choses qui vous paraissent évidentes pour qu'elles paraissent évidentes aux autres. C'est un rapport de corrélation qui est encore une fois un petit peu simpliste, mais généralement quand même ça se vérifie. Ce qui est évident pour soi peut plus facilement être évident pour les autres. Voilà. Sur mon schéma, je vous avais donc mis cette flèche qui invitait à un scroll down. Donc ça, c'est la suite de la landing page où vous allez dérouler votre histoire. Alors, votre histoire, dans votre histoire, on va devoir dire quoi, qui, pourquoi et comment. Tout ça, ça doit se dérouler à la suite de votre landing page où vous allez être redirigé par rapport à ça, par le menu. Mais en tout cas, c'est les éléments constitutifs de votre histoire. Donc, le what. Ça peut paraître un peu didactique de le dire, mais montrez ce que vous faites. Quand je dis montrer ce que vous faites, c'est montrer ce que vous faites. Mettez des images de ce que vous faites, illustrez ce que vous faites. C'est bien de le raconter,
il faut dire ce qu'on fait, mais il faut également le montrer, c'est très important. Il faut décrire votre produit. Soyez volontairement clair. Autorisez-vous à être didactique si vous pensez que ça peut aider les gens à comprendre ce que vous faites. Mettez une démo. Si vous avez la possibilité de montrer une démo de votre produit, faites-le. Ça va clarifier, si vous avez si vous respectez ces 3 étapes de démonstration du produit, les gens ont logiquement pas pu passer à côté. Surtout si on s'autorise à être didactique, surtout si on sait qu'on est dans le domaine de l'innovation. L'innovation nécessite souvent le fait d'être didactique. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas encore éduqués à comprendre le produit, et du coup, on se doit de passer le message de manière claire. C'est super important. Le où. Alors, montrez qui vous êtes, montrez votre tête. Daft Punk, par exemple, ils ont fait un choix qu'on ne va pas du tout cautionner ici. Ces mecs-là vivent avec des casques sur la tête. Ils ont choisi de ne pas montrer leur tête. C'est une image de marque. Montrez la vôtre. C'est super important. Pourquoi ? Parce que même dans des sessions de networking, c'est important qu'on vous reconnaisse. C'est important que vous soyez transparent sur votre personne également. On a souvent envie de comprendre qui est l'homme derrière le produit. D'une part parce que ça humanise un peu la démarche, et d'autre part parce que vous avez envie que les gens viennent à votre rencontre, et du coup ils viennent déjà à votre rencontre un peu via votre plateforme. Donc montrez qui vous êtes, dites qui vous êtes. C'est très important de dire qui vous êtes, de dire ce qui vous drive, de commenter un peu votre parcours, d'expliquer ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. On n'a pas envie de tomber dans de l'autobio un peu relou. Mais c'est important de dire pourquoi on est là et pourquoi on fait ce qu'on fait. Dites également comment vous voulez être vu. Dites également comment vous voulez être nommé et comment vous voulez être suivi. Tout ça, c'est à vous, quelque part, de guider les gens vers la manière qu'ils vont avoir de vous percevoir. C'est des choses qui se disent de manière un peu plus subtile que... je n'ai pas d'exemple en tête, mais on peut dire ça de manière subtile, mais c'est important de guider les gens dans leur manière de vous percevoir. Le how ou le why, le manifesto, c'est un exercice que j'encourage vraiment tout le monde à faire. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le manifesto ? Alors, est-ce que vous êtes déjà allé sur le site de The Family ? Ouais. La landing page de The Family, c'est le manifeste. Le manifeste, c'est un texte qui cristallise absolument toutes les valeurs d'une boîte. C'est un genre de charte éthique et idéologique d'une boîte. C'est extrêmement difficile de l'écrire, et idéalement, il faudrait que chaque virgule de ce texte ne doive pas être changée après 15 ans d'existence de la boîte. Il faut que vous réussissiez à faire vraiment le pari de l'intemporalité par excellence, parce que ce drive du début va vous suivre jusqu'à la fin. L'exercice du manifesto, c'est le plus compliqué, mais il est utile à plein d'égards. Il est utile pour vous et il est utile pour les autres. Ce texte vous rappelle à vous-même qui vous êtes, pourquoi vous le faites et comment. Et il va avoir exactement le même rôle pour tous les gens qui vont rencontrer votre produit et votre interface. On va passer à des cas appliqués. On va regarder deux landing pages et on va essayer de décrypter un peu comment ils s'y sont pris pour mettre en pratique les éléments de méthodologie que je viens de vous donner. Donc là, on a Street Smile. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est des mecs qu'on a rencontrés lors d'un concours qui s'appelle Une idée, qui est organisé à The Family. C'est un concours qui regroupe généralement des étudiants qui montent un projet. C'est un genre de hackathon qui n'en est pas vraiment un, mais la finalité de ce concours, c'est de pitcher son projet devant tout le monde et il y a un gagnant. Aujourd'hui, Street Smile, c'est une start-up qui est entrée à The Family. C'est les premiers danseurs de The Family. Moi, ça m'a fait un plaisir immense de les voir rentrer ici parce que voilà, c'est des artistes et que c'est fabuleux. Donc ces mecs-là
ont réussi à mettre au point un genre de recette magique du street show. Alors, c'est des mecs qui dansent dans la rue et ils ont réussi à automatiser leur process de création au point qu'aujourd'hui, ils gagnent leur vie grâce à ça. C'est assez inédit. C'est des gens qui ont un mindset vraiment exceptionnel, qui sont vraiment dans une dynamique entrepreneuriale, mais genre directement. On n'a pas eu à leur inculquer ce mindset-là, ils l'avaient déjà. C'est pour ça aujourd'hui qu'ils font partie de The Family également. Et ils ont eu pour mission de créer la première donc, académie de street show. Ils ont voulu passer de la méthodologie à d'autres groupes de streeters qui avaient pour envie et pour vocation d'en faire un vrai métier. Voilà. Donc ça, c'est leur header. C'est le haut de la landing page. Donc on a leur logo, Street Smile, leur one sentence, Get the smile with a street show, 2 call to action. Pourquoi ? Parce que l'arborescence du site sépare en fait la plateforme en 2 sous-plateformes. Il y a une entrée pour les clients, parce qu'il y a une partie de prestation de service. On peut faire appel à ces danseurs-là pour animer un événement. Et il y a un call to action pour les danseurs, pour ceux qui veulent apply et faire partie de l'académie et bénéficier de tous leurs conseils méthodos pour monter en gros le show le plus efficient possible. Donc là, il y a pas mal de choses qui sont respectées. La photo a été passée en noir et blanc et un peu foncé. Pourquoi ? Parce que ça va renforcer le contraste avec le blanc de la phrase, avec le call to action et avec un détail du logo. Donc ça va permettre de hiérarchiser l'information. On a accès aux informations importantes de manière immédiate. Et par la suite, dans un second temps, le deuxième niveau de lecture, c'est la lecture de l'image où on comprend voilà, que c'est un danseur qui est dans la rue et qui a un public. Et voilà. Donc là, ils montrent qui ils sont. Il y a plusieurs détails qui sont hyper intéressants dans la manière qu'ils ont de se décrire. Déjà, ils ne s'appellent pas la team, ils ne s'appellent pas l'équipe, ils s'appellent le crew. Avant, je vous ai dit, vous pouvez choisir votre manière d'être nommé par vos utilisateurs. Là, c'est des gens c'est des danseurs hip-hop à la base. On peut user d'un vocabulaire, et d'ailleurs, vous êtes franchement invités, encore une fois dans un souci de cohérence, à utiliser un vocabulaire qui fit avec vos références et avec votre univers logique. Ces mecs-là viennent du hip-hop, ils vont pas s'appeler la petite équipe. Je veux dire, ça va pas. Il faut être cohérent. C'est le crew. Pourquoi ? Parce que la petite équipe hip-hop, ça s'appelle un crew. Voilà. Donc là, ils osent entrer dans un vocabulaire qui est logique par rapport à leur univers de base. Ils se décrivent assez rapidement. C'est une team, c'est une famille. Ils se sont rencontrés en 2008, ils sillonnent la France, etc. Un texte très court, juste qui décrit l'expérience du crew et l'histoire du crew. Leurs images, on est dans du détournement, on est dans de l'autodérision, on a ramené de la couleur. Ça aussi, c'est important. La photo que vous allez choisir de vous va dire énormément sur la personne que vous êtes et sur la manière que vous avez de vous percevoir. J'imagine qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui ont Tinder. Tinder, bon, pas toi, Almaz. Mais Tinder, c'est une app de rencontre, de matching. La photo que chaque personne choisit en profile pic, mais raconte toute sa vie. Et raconte tout le rapport qu'il a à lui-même et la manière dont il a envie de conditionner le regard que les autres portent sur lui. La profile pic de tous vos amis Facebook raconte plus sur leur existence que tout ce qu'ils pourront vous raconter. Parce que c'est la preuve en image de ce rapport-là aux autres et à soi-même. Là, en l'occurrence, ces mecs-là ont fait des vrais choix. Donc, la photo est transformée. C'est pas le selfie duckface, non. C'est une photo qui est prise par un tiers. Ils acceptent, là je fais un peu de psychomerguez, hein, mais en vrai, ils acceptent que ce soit un tiers qui les prenne en photo. Ils acceptent qu'on revienne sur leur image, qu'on y ajoute du graphisme. Là, en l'occurrence, c'est la couronne de Basquiat. Basquiat, c'est un artiste qui
c'est un des grands pontes, un des grands, comment dire, une des grandes références pour le street art. Donc là, en l'occurrence, c'était cohérent de faire apparaître Basquiat dans leur identité, parce qu'il y a un rapport à la rue, à l'art qui est produit dans la rue, etc. Donc voilà, ça crée du sens. Il y a un gros clin d'œil à la culture hip-hop des années 80 avec ces espèces de petits traits, les dessins un peu fat, un peu Posca style, etc. On a du color block qui vient un peu rafraîchir, rendre l'image absolument solaire, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'image. Donc là, il y a déjà beaucoup de choix qui sont faits et qui disent beaucoup sur ces mecs-là, en fait. Les noms. Simpson, Krillin, Alfie et Daj. C'est pas leur vrai prénom. C'est leur blaze. Le blaze, c'est le nom dans le hip-hop. C'est leur blaze. Pourquoi ? Parce que quand ils dansent, ils sont sur scène. Et quand on est sur scène, on est un artiste, on n'est pas forcément en civil. On est dans sa tenue de lumière, on est on stage. Et ils ont fait le choix de se présenter à leur public via leur plateforme avec leur nom d'artiste. Ça aussi, c'est hyper important. Si vous avez un pseudo, par exemple, vous pouvez faire le choix de donner votre vrai prénom ou de donner votre pseudo. C'est pas la même démarche. Donc ça, c'est hyper important. Et chacun a une petite quote en dessous de sa profile pic, parce que oui, c'est une team, ils ont toute une idéologie commune, mais on prend quand même soin de ménager les individualités, et chacun a sa petite phrase pour dire « moi je suis un des personnages de la recette magique, et j'ai mon propre univers, mon propre rôle, etc. » Tout ça, c'est des signes un peu subliminaux, un peu psychologisants, on peut essayer de les analyser dans ce sens-là, mais ça dit énormément des gens. Après, ils parlent en fait, ils montrent leur manifesto. Ils l'ont appelé « Notre mission ». Un spectacle qui rassemble par le rire. Donc là, je vous ai juste fait c'est juste un screenshot du titre du manifesto. J'ai pas déroulé le manifesto. Ils ont fait l'exercice de l'écrire. Ils se sont posés une soirée avec du café et des clopes et ils ont brainstormé sur ce qu'était le cœur brûlant de leur aventure. Et ils ont écrit un texte qui est génial et qui cristallise toutes ces valeurs-là. Et le titre qu'ils ont donné à ce manifesto, c'est « Notre mission ». Le comment. Donc là, on peut dire comment, on peut montrer comment aussi. Donc là, on est resté sur de l'illustration, sur du graphisme. Il faut savoir que ces gens-là ont également beaucoup d'enfants dans leur public. Ils ont une tribu de followers qui grandit de jour en jour, qui est assez fat bon, ça fait un certain temps qu'ils officient, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une communauté avec un engagement extrêmement fort. Donc elle est nombreuse, et il y a beaucoup d'enfants. Donc ces mecs-là, ils se sont adaptés, ils ont pris conscience de leur cible, de la niche qui touchait. Alors là, c'est un peu particulier parce que leur niche, c'est un peu le monde entier. C'est très rare d'avoir une cible aussi large que la leur. En gros, eux, ils touchent à l'humanité des gens. C'est absolument rarissime de faire face à des cibles aussi larges. Et ils ont pris en compte, ils font un vrai effort de compréhension de leur cible et d'empathie, et ils choisissent d'utiliser le dessin, l'illustration, pour adresser leur cible. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'universalité et qu'on sait que l'image est plus universelle que n'importe quel langage, et que voilà. Donc là, ils font le choix de l'image. Et alors, pour cette identité-là, en l'occurrence, c'est pas eux qui l'ont réalisé, c'est nous. Donc c'est un design The Family, made by The Family. Et quand j'ai eu à brainstormer sur leur design, j'ai essayé de me raconter une histoire. Et je me suis dit, mais ces mecs-là, c'est qui en fait ? Et donc j'ai réfléchi, je voyais bien le côté nomade. Ça, c'était le premier truc, parce qu'effectivement, ils vont d'une ville à l'autre. Je voyais bien le côté très solaire, le côté beaucoup dans l'autodérision, le décalage, l'exotisme, parce qu'ils ont tous des origines différentes. Toutes ces notions, je les ai croisées et j'ai essayé de me raconter une histoire. Et quelle est l'histoire que je me suis racontée à l'issue de tout ça ? Je me suis dit, putain, ces mecs-là, c'est les rois mages 2.0.
Mais j'ai mis un certain temps en fait à tomber là-dessus. Je veux dire, c'est pas des évidences absolues, mais j'ai essayé de faire converger tous les points narratifs de leur propre histoire pour fantasmer une persona type. Et là, j'ai vu un roi mage en basket en train de danser du hip-hop et d'apporter un savoir d'un point A à un point B, de faire cette espèce de pèlerinage. Bon, voilà. Et donc, du coup, on est parti sur le délire des rois mages 2.0. Donc, on a créé une caravane de chameaux ghetto blasters qui vont d'un point A à un point B. Et le fameux croisement des références, cette fameuse hybridation dont je vous parle, c'est celle-là. Elle va encore plus loin. C'est le chameau de Picasso. C'est un dessin qui a été fait par Picasso, qui a été vectorisé, ressaisi, remis dans une dynamique hyper color block 80s, avec la notion de caravane de chameau nomade qui va d'un point A à un point B et qui, sur son dos, a de la musique hip-hop. Ça, c'est vraiment un des exemples récents, les plus probants, que je puisse vous montrer pour vous parler d'hybridation. On a fantasmé leur histoire, on a essayé de la tirer vers quelque chose de complètement onirique, mais qui donne à rêver, qui donne matière à rêver. Voilà. La réalité de leur histoire est déjà magnifique. On va essayer de la magnifier. On va essayer de... Voilà, c'est tout le travail de l'intuition, de l'imagination, etc. Mais là, on va vers quelque chose de... voilà, quoi. Les portes de l'imagination s'ouvrent et on raconte une histoire magnifique. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Et ils se sont contentés d'une phrase, toujours sur la route. Le toujours sur la route, il est absolument radical parce que ça fait partie des valeurs intrinsèques de leur aventure. Ces mecs-là ne supportent pas de rester plus de 2 jours dans la même ville. Et ils sont un peu habités par cette folie du voyage, mais également, logistiquement parlant, ils nous ont expliqué qu'on ne peut pas rester dans une ville 2 jours de suite, en fait. À cause des flics, premièrement, pour toutes les autorisations, pour tous les machins, et également parce qu'un public peut être conquis sur 2 jours, mais le nombre de passants qui vont transiter sur une place ne va pas suffisamment se renouveler en 3 jours. Vous comprenez bien que même logistiquement parlant, on ne peut pas rester à la même place. Et donc, du coup, toujours sur la route, oui, toujours sur la route, parce qu'ils n'ont aussi pas le choix, mais toujours sur la route, pour l'horizon et les voyages et tout ça. Donc il y a des côtés très pragmatiques et des côtés inspirationnels. Ça, c'est pour la première identité. La deuxième identité que j'ai envie de vous montrer, c'est l'identité d'Agricool. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, aussi parce que voilà, la COP21, tout ça. J'ai choisi de vous montrer ces 2 boîtes parce que c'est 2 boîtes qui relèvent un pari qui, pour moi, est d'une difficulté absolue. C'est des gens qui font des choses que personne d'autre ne fait. Ils sont dans l'innovation pure et ils sont dans des designs extrêmement simples, voire un peu naïfs si on a envie de les trouver naïfs. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant de voir que pour donner accès à une complexité technologique, on peut faire appel à des designs très très simples. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est un indice de ce qui peut faciliter la compréhension de beaucoup de choses. Donc là, on a Agricool, on a la landing page, on a le header d'Agricool. Donc vous connaissez tous Agricool ? Voilà. Ces mecs-là font pousser des fraises en ville. J'ai goûté les fraises. Elles sont sublimes, elles sont vraiment délicieuses. Et ils sont en train je leur souhaite vraiment de monter un empire et leur histoire est vraiment très très belle aussi. Donc là, leur landing page, c'est une image, on montre littéralement de la nourriture, c'est un choix de leur part, voilà. On a un rapport assez frontal et direct à la nature légèrement transformée, à la nature qui se mange. On n'a pas choisi de montrer un champ, on a choisi de montrer des légumes. On a un indice sur leurs produits puisque la one sentence est traité
graphiquement en donnant la forme du container, donc de la maison des fraises, quoi, de là où ils font pousser les fraises. On a également fait le choix de l'illustration, du dessin. On personnifie la fraise, on humanise un peu la mission. Et on a un petit bandeau en haut qui est une action cliquable qui dit réservez vos fraises. Donc leur call to action à eux, il est tout en haut. On peut, ça c'est vraiment de l'événementiel. Donc le premier conteneur ouvre à Paris. Est-ce que vous voulez réserver les premières fraises? Cliquez ici. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je vous montre cette landing page parce qu'elle est un peu particulière. Elle ne respecte pas vraiment les règles de hiérarchie. C'est-à-dire que tout est un peu confus, tout est un peu dans un délire ultra green, machin, et il faut un peu fouiller. Mais par contre, en termes de cohérence colorique et de l'énergie, etc., je pense qu'on est sur quelque chose de vraiment très très juste. Donc ça, c'est leur choix de header. C'est également pour vous montrer qu'on peut prendre des libertés sur la disposition et qu'on peut, sur la mise en page, faire des choix qui délocalisent un peu les évidences, mais qui pour autant restent très cohérents. Donc là, on est sur quelque chose quand même d'assez chargé, de très green. Boum, on arrive sur qui. Donc là, la verdure disparaît. Là aussi, on peut essayer de psychologiser un peu les choix qu'ils ont faits. Ils ne se montrent pas en photo, ils se montrent en dessin. C'est une vision presque naïve, encore une fois, très humble, très schématisée de se présenter. C'est très blanc, on fait abstraction de tout le côté couleur, très chargé, etc. Là, moi, je dirais que ce qui transparaît de cette manière de se présenter, c'est avant tout l'humilité et la simplicité. L'humilité, elle est dite comment? Elle est dite par le blanc, par une typo qui n'est pas outrageusement grande, par l'absence de couleur. Et tout ça, c'est une manière de communiquer les sentiments qu'il y a derrière la volonté de se présenter à quelqu'un d'autre. Donc il dit, pour se présenter, ils racontent leur histoire. Nous sommes 2 fils de fermiers. On a transformé des conteneurs. Comme ça, la nourriture peut grandir où vous vivez. Voilà. Ils choisissent de coupler leur présentation, de faire une présentation commune. On n'est pas dans la volonté de montrer des individualités. On est dans la volonté de, humblement et simplement, expliquer pourquoi des gens sont viscéralement portés par leur propre histoire pour faire ce qu'ils font. Voilà, c'est une manière complètement différente de se montrer à voir à ses utilisateurs. What? Donc là, pour choisir de dire ce qu'ils font, ils choisissent de vous montrer les bénéfices. C'est un choix qui peut paraître étrange après tout ce que j'ai dit, mais c'est un vrai choix. La techno de ce produit, elle est complexe. C'est une techno qui utilise des principes d'hydroponie. Moi, j'y suis allée dans le conteneur. Ils m'ont dit non, Julia, tu peux pas rentrer. Il y a des bourdons qui travaillent. J'ai dit mais qu'est-ce que vous me racontez, les gars? Ils me disent non, pour la pollinisation, les machins, les trucs. Ok, bon, très bien. Donc ils choisissent de pas montrer cette techno qui est en fait assez outrageusement complexe. Ils choisissent de dire voilà, les bénéfices de notre produit, c'est ça. 3 vignettes, on est dans de la cohérence puisque là aussi ils utilisent de l'illustration. Là on est un peu sur un mix entre la landing page, le header qui montrait de la verdure et leur propre portrait qui utilise l'illustration. Donc là on a rassemblé les deux pour créer des petites vignettes. On est sur quelque chose de très simple. La typo est verte, le call to action est vert. Simplicité, efficience visuelle. Le code couleur est respecté, il n'y a pas d'extravagance, mais on est sur quelque chose de très green, de très simple, de très direct. Le how, donc là, ils ont également fait l'exercice du manifesto. Donc ils sont choisis de montrer, donc les autres, les gars de Street Smile, pour introduire leur manifesto, disaient notre mission, les rois du hip-hop, brillance. Ici, ils disent ce que nous croyons. Le wording est différent, c'est pas la même chose. Ils présentent les choses différemment.
Bon, on a une frise de courgettes pirates. Bon, ça, c'est plus personnel comme choix graphique, mais là encore, on choisit d'insuffler un peu d'humour là-dedans. On prend le risque de personnifier la fraise, etc. Mais on essaye de ne pas en faire trop pour pas tomber dans un design trop enfantin. C'est une manière un peu intrinsèque de dire qu'il y a quelque chose d'un peu combattant, il y a quelque chose d'un peu revendicatif derrière le fait de vouloir faire des fraises en ville, et c'est dit, ma foi, par un cache-œil de pirate, et toujours de l'illustration qui revient. Donc ça, c'est le déroulé de leur manifesto, petite illustration en noir sur blanc, très simple, aucune extravagance, de la clarté, un déroulé logique, simple, avec la volonté de faire passer un vrai message, sans fioriture. Ça va droit au but, ça donne des vitamines, et c'est chez vous. Et c'est à peu près aussi simple que ça, graphiquement parlant. Donc là encore, on est sur une recherche de cohérence. Donc là, je vous ai montré 2 exemples de landing page qui me paraissent bien illustrer les premiers points de méthodologie qu'on a vus. De cette landing page va découler ce que moi j'appelle la logique du branding. Pourquoi ? Parce que le fait de brander des éléments, c'est logique. Il faut que ce soit logique. Il faut que le passage de votre identité aux objets dérivés de votre identité soit logique et cohérent par rapport à ce que vous avez créé précédemment. Votre identité doit pouvoir être partout, Votre logo doit pouvoir être sur un sweatshirt et fonctionner sur vous. J'ai choisi comme artiste Keith Haring. Pourquoi ? Parce que c'est l'exemple, par exemple, est-ce que j'ai vraiment dit ça ? C'est l'exemple d'un artiste qui a fait émerger un type de graphisme. En l'occurrence, c'est ces gros traits qui sont très 80s aussi. Espèce de traits assez épais, très réguliers, qui donnent une ambiance presque un peu tribale et street art à la fois. Ce mec-là a mis au point ce graphisme et l'a décliné sur toutes ses œuvres par la suite. Donc c'est pour moi un exemple assez illustratif pas du côté systématique, parce qu'on ne cherche pas non plus à être tout à fait systématique, mais dans toujours ce délire de cohérence, il est resté fidèle à un type de graphisme toute sa vie et il a réussi à apposer ce graphisme sur plein d'objets dérivés, sur plein d'œuvres différentes, etc.